Alors, maintenant, on passe à notre dernière phase de cette émission. C'est notre thématique santé. C'est un cas de santé publique, hein, la problématique aujourd'hui qui nous occupe, les facteurs de risque cardiovasculaire. On en parlera avec notre médecin. Nous sommes tous concernés, mais avant, l'élément et derrière, les échanges. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. L'on estime à 17,7 millions de décès dans le monde et en Côte d'Ivoire, 15% des Ivoiriens meurent de cette maladie. Cependant, il est possible d'éviter la plupart des maladies cardiovasculaires en s'attaquant aux facteurs de risque comportementaux, le tabagisme, l'utilisation nocive de l'alcool, la mauvaise alimentation et l'obésité, la sédentarité et le stress aussi, la nuisance sonore. Les maladies cardiovasculaires, je sais que ce sont des maladies qui sont provoquées par le manque d'activité physique, puisque le cœur même est un muscle. Donc s'il n'est pas entretenu, c'est bien normal qu'il va donc voir sa dégradation se faire. Donc en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, moi je pense que c'est l'alimentation aussi, parce que quand on consomme des nourritures ou des aliments qui ne sont pas hygiéniques ou propres, ça peut provoquer ce genre de maladies-là. Pour ce que je sais des maladies cardiovasculaires, c'est lorsque, c'est-à-dire une personne mange assez de graisse, c'est-à-dire de l'huile, tout ce qui est assez de sel, peut provoquer ça. Les maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies liées à l'alimentation, au stress et puis au manque de repos. Le mécanisme le plus fréquent des maladies cardiovasculaires est l'athérosclérose, par constitution d'un dépôt gras sur les parois internes des vaisseaux sanguins alimentant ces organes. Ces maladies exposent à de nombreuses complications aiguës ou chroniques. Infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale chronique, atteinte des extrémités des membres inférieurs, démence, troubles de la vue. C'est d'abord de consommer des aliments sains, d'éviter tout ce qui est gras et de pouvoir avoir une activité physique sportive aussi très régulière et boire aussi beaucoup d'eau. Cela peut faciliter l'entretien du cœur qui est un organe très vital pour la santé de l'être humain. Le ministère de la Santé doit s'impliquer dans ce genre de programmes afin de pouvoir informer la population ivoirienne et au-delà même la population vivante en Côte d'Ivoire, sensibiliser sur ces genres de risques-là, comment est-ce qu'on acquiert la maladie et comment l'éviter. Faciliter une alimentation équilibrée et la consommation des fruits et légumes, une activité physique régulière et éviter l'usage nocif de l'alcool permettent de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Non mais je ne vous dis pas ce qui se passe sur ce plateau. Non, mais bienvenue au retour, nous sommes là. C'est magnifique, nous avons déjà démarré les échanges et le docteur Nathan Mousengichi est en notre compagnie. Marco, n'est-ce pas? Alix, le docteur est là, il est bien là. Parce qu'on a commencé, on a l'avantage d'être avec lui en premier, donc on discute et il y a des thèmes qui sortent et puis on est venu sur le plateau. Mais on ne va pas vous dire la question. Mais non, surtout pas. La question qu'on posait. Enfin bref. Docteur, bonjour. Bonjour. Bonne année encore. Bonne année, Merci, santé. Alors aujourd'hui, bon, pour être plus sérieux, les facteurs, on va parler des facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a une hantise dans la population, on a peur, on entend souvent de AVC, de crise cardiaque, d'apoplexie, tutti quanti, tous ces noms-là qui font peur, on peut les éviter. D'abord, on va définir ce qu'on appelle facteurs de risque. Les risques cardiovasculaires, c'est quoi ces facteurs-là? Merci beaucoup, merci Marcella, merci Alix. Je suis toujours très heureux de vous retrouver, je pense, de partager aussi avec les téléspectateurs. Alors, ce thème est un thème d'abord très important, très important. Absolument. On pourrait le résumer en disant comment mieux vieillir. Qu'on dirait la même chose. Mais c'est pas très... ça ne percute pas. Facteur de risque cardiovasculaire, je pense que ça va plus percuter. Non, ça fait peur. Ça fait peur, mais... Alix et moi, on était un peu tristounés, mais heureusement que vous avez bien détendu. D'accord. C'est ça aussi le rôle. Alors, il faut savoir que l'apparition des maladies dans une population où il n'y a pas de maladie, où j'ai une personne qui n'a pas de maladie,
l'aggravation des maladies qui existent ou l'apparition de décès n'est pas simplement due au vieillissement. Ça, c'est ce qu'on pensait avant. Et je vais vous dire tout à l'heure quand on sera dans le débat, mais c'est avant 1947. On pensait ça, mais on s'est rendu compte que c'est pas simplement parce qu'on vieillit que les maladies apparaissent, qu'elles s'aggravent et qu'on décède. Alors, donc, c'est quoi les facteurs de risque? Ce sont des états physiologiques, des états pathologiques ou alors des situations de vie auxquelles sont rattachées une augmentation de la mortalité et de la morbidité, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence des maladies et du décès. D'accord? Donc, ces facteurs de risque, il y en a beaucoup. Là, on pourrait déjà dire, dans la mortalité, dans la situation normale, on a l'âge, donc c'est les facteurs non modifiables, l'âge, le sexe et l'hérédité. Dans les maladies, on a des maladies comme l'hypertension, le diabète. Et dans les situations de vie, il y a le stress. La mauvaise hygiène. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire dans un premier temps pour parler de la définition. On va prendre facteur par facteur, Alix. Et spécifier les situations de vie qui pourraient entraîner cette dégénérescence-là au niveau de la vieillesse. Donc, vous nous avez bien dit que ce n'est pas la vieillesse qui fait... qui pas seule, elle n'est pas seule. Donc, quels sont les facteurs précisés, bien détaillés? Ok. Donc, il faut d'abord qu'on fasse un peu d'historique pour comprendre comment est-ce qu'on a eu cette notion de facteur de risque. La notion de facteur de risque a été révélée par une grande étude, mais une grande étude monumentale. C'est l'étude de Framingham. Elle a commencé aux États-Unis, dans le Massachusetts, une ville, Framingham, donc en 1947. Elle se poursuit jusqu'à ce jour. Donc, c'est pour vous dire comment elle était transversale dans le temps. Ils ont inclus plus de 5000 patients. Ils les ont suivis, ils ont suivi leurs enfants, ils ont suivi les générations comme ça. Et c'est cette étude-là qui était importante. Il y a eu vraiment un avant Framingham et un après Framingham. Parce qu'avant Framingham, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on pensait que c'est simplement parce qu'on vieillissait que la maladie, la mort arrivait. Et avec Framingham, on a appris beaucoup de choses. Quoi? Des facteurs modifiables, des facteurs non modifiables. Voilà. Dans les facteurs modifiables, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a découvert? Bon, les non modifiables d'abord. D'abord, il y a l'âge. Ouais. C'est vrai qu'avec le vieillissement, donc chez l'homme à partir de 50 ans, chez la femme à partir de 60 ans, l'étude a confirmé qu'il y avait effectivement une augmentation des maladies et des décès. Ça, c'était plus ou moins connu avant. Il y a le sexe. Ça, c'est nouveau. On a appris avec ces études, il y en a beaucoup, il n'y a pas que celle-là, il y en a beaucoup, que l'homme, le fait d'être un homme, vous mettez plus en danger de maladies et de décès que les femmes. Et pourquoi? Juste le fait de naître de sexe masculin? Parce qu'il y a des spécificités. Il y a des on a étudié beaucoup d'autres facteurs et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y a certaines maladies cardiovasculaires qui n'apparaissent pas chez la femme pendant son cycle, je vais dire pendant tout le temps où elle peut enfanter. Très bien. Donc jusqu'à l'âge de 50 ans, plus ou moins, elle était protégée, alors que les hommes faisaient déjà ces maladies à partir de 40 ans. Et donc on se dit peut-être que c'est un facteur lié aux hormones. D'accord. Voilà. Donc après, il y a l'hérédité. L'hérédité, c'est ce que nous héritons de nos parents. Donc là, il n'y a rien à faire. On s'est rendu compte qu'il y a des familles d'hypertendus, des familles diabétiques, et ainsi de suite. Même des familles, il y a des morts subites. Dans plusieurs générations, on retrouve des morts subites. Wow. D'accord? Donc maintenant, les facteurs modifiables. C'est sur qu'on peut agir. Le premier, c'est le tabac. Le tabac, le fameux tabac. Oui. Le premier, c'est le tabac. Il faut savoir que le tabagisme est très mauvais pour le cœur et pour le système cardiovasculaire. Pas seulement pour celui qui fume seulement, mais pour les le personnes passif alentour. Même le tabagisme dit passif. Oui.
Et peut-être pour en parler, les résultats sont plutôt très bons quand on arrête le tabac. Les risques disparaissent 3 ans après l'arrêt du tabac. Donc c'est fantastique cette étude, ce qu'elle a montré. C'est-à-dire voilà. De même pas démarrer. Hein. Oui. Alors après, il y a l'hypertension artérielle, qui est déjà fréquente maintenant. Il faut savoir que dans le monde entier, il y a 30% de la population mondiale qui atteint l'hypertension artérielle. Wow. Et c'est dû à quoi? 30%, 3 personnes sur 10 dans le monde sont hypertendues. Oui. Waouh. C'est beaucoup. À peu près 1,5 milliard aujourd'hui. Wow. C'est beaucoup, ça. Donc, ce n'est pas dû à quelque chose, c'est une maladie métabolique qui est déclenchée par un certain nombre de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui interagissent et donc il n'y a pas un facteur particulier qui va développer la maladie. Donc, en dehors de ça, il y a les troubles des lipides, cholestérol, triglycérides. On s'est rendu compte que certaines personnes qui avaient, parce que le cholestérol, il y a le bon et le mauvais, pour résumer. Il y a le bon et le mauvais, et puis il y a les triglycérides. Le bon cholestérol, c'est HDL, le mauvais, c'est le LDL. Après, il y a les triglycérides qui ne sont pas aussi très bons. Donc, on s'est rendu compte qu'avoir beaucoup de bon cholestérol, ça vous protégeait. A contrario, en avoir peu, ça ne vous protégeait pas. Et avoir de mauvais cholestérol en excès, vous exposez, bien sûr, et aussi les triglycérides à un moindre effet. Voilà. Et il y a le diabète, mais ça, c'est un peu connu, que le diabète va entraîner des maladies au niveau des artères. Le fait que le taux de sucre soit toujours très élevé va perturber le fonctionnement au niveau des artères et va entraîner ce qu'on appelle une artériopathie diabétique. C'est pour ça que chez les diabétiques, on a souvent des plaies au niveau des pieds et parfois des amputations. C'est lié à cette artériopathie diabétique. D'accord? Et on a aussi d'autres facteurs, à part ces facteurs importants, il y a d'autres facteurs. Il y a, bien sûr, vous avez cité tout à l'heure l'insuffisance rénale, mais plutôt l'insuffisance rénale chronique. Voilà, l'insuffisance rénale chronique, parce que tout passe par le rein, tout ce qui élimine par le rein. Donc, si le rein ne fonctionne pas bien, il va de soi qu'il y aura beaucoup d'autres choses qui vont dysfonctionner et, bien sûr, vont entraîner des maladies et le décès. Alors, les autres facteurs, ils sont un peu moindres, mais il y a, par exemple, la sédentarité. On a parlé du sport la dernière fois. Donc, la sédentarité, le fait de ne pas trop bouger. Donc, il faut beaucoup bouger. Manger, bouger. Voilà. Il faut bouger. Et il y a le surpoids. Dans le surpoids, il y a eu beaucoup d'études. Il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de thèses. Hein, oui. Concernant le surpoids. Oulala. Voilà. Il y a d'abord l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire on prend votre poids et votre taille. Et IMC. Voilà. Et puis, vous devez être entre 25 et 30. Je suis un peu gentil d'ailleurs. Mais quand vous dépassez 40, là, vraiment, c'est trop. Mais c'est un truc, oui, obésité, maladie. Morbide. Donc, pour ça, là, c'est très grave. Et cette étude a montré aussi qu'il y avait le tour de taille. C'est-à-dire que la mesure que vous faites sur l'ombilic, vous mesurez votre abdomen au niveau de l'ombilic. Ça va intéresser beaucoup de personnes. Oui. Oui. Vous pensez à quelqu'un? Non, parce qu'on a tendance ici à se dire que ces facteurs de bonne vie, d'opulence, voilà, le boss, pourtant le boss ne se porte pas bien. Donc, pour les femmes, il ne faut pas dépasser 88 cm et pour les hommes, 102 cm. Ah, pour les hommes, il ne faut pas dépasser 102. 102. Ouf. Yes. Alors, après, il y a d'autres facteurs. Il y a par exemple le syndrome métabolique qui est un ensemble de situations. Il y a 5 situations et dès que vous en avez 3, on considère que vous êtes en syndrome métabolique. C'est le diabète, le taux de sucre, avoir très peu de bon cholestérol, donc le HDL s'il y en a très peu. Bon, il y a ces possibilités-là qui permettent donc de voir qu'en fait, votre métabolisme ne fonctionne pas très bien. OK. Ça s'appelle le syndrome métabolique. Et qu'est-ce que le métabolisme pour tout le monde? Le métabolisme, c'est le fonctionnement
général de l'organisme. Comment ça fonctionne? Bien sûr, dans l'organisme, on mange et il y a une captation des nutriments dans l'organisme, le sucre et l'énergie et tout. Et comment ça passe dans les muscles, comment ça s'élimine, c'est ça le métabolisme. Le circuit, c'est ça. Docteur, il nous reste 8 minutes, donc on va aller directement à ce qu'on doit faire pour éviter. Parce que c'est ce qui intéresse ceux qui nous regardent. Comment faire pour éviter? Parce que de plus en plus des personnes jeunes, très jeunes, vraiment sont victimes de cela. Comment faire pour éviter, pour éloigner de nous les facteurs de risque cardiovasculaire selon le sexe, dans nos habitudes de tous les jours? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous préconisez? Vous avez 8 minutes pour nous convaincre. Ou pour nous sauver aussi. Oui. Alors, je dirais c'est facile. C'est facile. Pour vous, docteur, c'est facile? Oui, c'est facile pour tout le monde. Ah bon? Oui, c'est facile pour tout le monde. Ça dépend des situations. D'abord, est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous n'êtes pas malade? Si vous n'êtes pas malade, c'est la situation la meilleure. Il faut veiller sur votre santé. Il faut faire du sport. On en a parlé la dernière fois. Il faut manger correctement. C'est-à-dire? Alors là, ça pose aussi un problème dans cette histoire de manger correctement. D'abord, manger, il y a des heures de repas. Et on sait que le petit déjeuner, c'est le meilleur repas. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sautent dessus parce qu'ils sont en retard, au boulot. Donc, c'est le meilleur repas. Et à force d'avoir sauté le meilleur repas, on le rattrape le soir. Or, c'est la mauvaise chose à faire de manger trop lourd ou trop tard le soir. Parce qu'il faut petit déjeuner comme un roi. Oui. Déjeuner comme un prince et dîner comme un esclave. Ça, c'est bien dit. Donc, il faut faire ça. Il faut éviter de grignoter. Ah, un collègue est passé par là, il a ramené des croissants ou du bon chocolat, ça sent bon, on prend. Donc, il faut avoir des heures de repas. Bon, ça peut arriver, mais il ne faut pas exagérer. Donc, des heures de repas. Après, il faut, je dis, il faut être heureux. C'est-à-dire que, oui. C'est vrai, parce que l'anxiété, le stress... La notion du bonheur, franchement... Quand vous dites heureux, ça veut dire quoi? Oui, qu'est-ce que ça dit? Si je veux un matin bonheur, c'est bien pour être heureux. Oui, quand on suit matin bonheur, c'est déjà un pas. Ben voilà. Et quand mais dans tous les pans de sa vie... Oui, il faut être heureux. Parce qu'on peut faire un matin de bonheur. Il faut être heureux on peut faire un matin bonheur puis être malheureux aussi. Non, je ne pense pas. Ça peut arriver. On est toujours ça peut arriver, mais heureusement que nous, on n'est pas comme ça. Moi aussi, hein, je suis toujours heureux d'être là. Il faudrait qu'on aide aussi ceux qui nous suivent à être aussi constamment heureux. Docteur, c'est un thème très important, hein, le bonheur. Comment être heureux? Parce que c'est ça, c'est de là que découle tout, notre santé, tout ça. Comment être heureux, docteur, en 2019? D'abord, il faut être heureux où? D'accord, où? Avant de dire comment, parce que ça il faut être heureux bon, je parle d'adulte, dans son milieu professionnel. Il faut être épanoui. Si vous n'êtes pas heureux dans votre travail avec vos collègues, posez-vous la question, pourquoi? Le travail, c'est quelque chose qui doit épanouir, qui doit au maximum vous rendre heureux. Parce que vous avez un salaire, mais vous avez aussi la chance de rencontrer des gens, c'est dynamique, le milieu professionnel, donc vous devez être heureux. Et le cocon familial? Ben oui, bien sûr qu'il faut être heureux. Qui n'est pas heureux de voir son premier bébé naître? Voilà. Bon, après, on dit qu'il est turbulent, mais ça, c'est normal. Il faut bien qu'il passe, il passe aussi son âge. Donc, il faut être heureux dans sa famille. Il faut être heureux en société. Regardez un peu comment on est stressé sur les routes. On se klaxonne dessus, Voilà. Il faut être un peu plus apaisé. Il faut être courtois quand on conduit. On voit quelqu'un qui est en train de faire une manœuvre dangereuse. Au maximum, la façon de l'aider, c'est de s'arrêter et de lui dire, mais passez. Oui. Mais on ne le klaxonne pas, on passe à côté. Et puis on veut forcer aussi. On lui dit 2-3 mots avant de continuer son chemin. On insulte les noms d'oiseaux si facilement. Voilà. Donc ça, on ne peut pas être heureux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont heureux et puis il y a des gens qui se plaignent de tout. S'il y a le soleil, il se plaint. S'il commence à faire froid, il se plaint. Le jour, il se plaint, la nuit, il se plaint. À quel moment cette personne trouve quelque chose qui lui correspond? Apparemment, rien ne lui correspond. Et en ce moment, si vous êtes comme ça, ça ne peut pas marcher. Mais être heureux, ça demande aussi un environnement pour être heureux. Mais bien sûr, mais l'environnement, on se le crée, l'environnement. Il y a un travail psychologique. C'est vous qui décidez de quand vous allez en vacances, c'est vous qui décidez ce que vous allez faire. Donc, souvent, les gens ne veulent être heureux, mais par quelqu'un d'autre.
Ils se plaignent toujours que je ne suis pas heureux parce que la société est comme ça, mais la société, c'est nous qui la façonnons, c'est nous qui lui donnons une forme, et c'est dans cette forme-là qu'on va se retrouver heureux. Mais c'est vrai que c'est une dynamique, être heureux. Ce n'est pas quelque chose que une fois que vous êtes heureux, ça ne peut pas changer. Il y a aussi des situations difficiles dans la vie, mais je veux dire que l'homme est appelé à le pouvoir de transformer son environnement et donc de créer un espace où il peut être heureux. Alors, l'endroit le plus stable, c'est où? La famille. La famille. Voilà. La famille. Alors, si la base, c'est le feu, c'est même pas la peine. Si la base, c'est le feu... C'est pas la peine, vous ne serez jamais heureux nulle part. C'est le moteur de la vie, la famille. Voilà. Donc, il faut d'abord la créer, la famille. Il faut avoir sa famille. On va rester tout seul. Il faut la créer. Et puis après, il faut l'entretenir. Il faut créer un environnement. C'est un peu triste de voir combien de gens payent des maisons très chères. Ils les entretiennent et ils ne sont jamais dedans. Voilà. Mais par la force, par le travail aussi, on est tout le temps à l'extérieur. Mais il faut pouvoir être aussi heureux là où c'est nous-mêmes qui avons choisi d'être là et d'avoir tout son monde avec soi. Quand vous consultez, on peut avoir tout ça. Quand vous consultez, par exemple, cette dimension-là, ce que vous parlez, ce que vous évoquez ici, est-ce que vous l'abordez régulièrement avec vos patients? Il faut leur demander. Moi, mes consultations durent. Ma secrétaire vient me dire, docteur, des malades qui attendent. Donc, c'est vrai parce que dans la maladie cardiovasculaire, la personne n'apporte pas seulement sa maladie, elle apporte tout. Et vous voyez, c'est toujours très global. Toujours très global. S'il fait un écart de régime, ça réagit sur sa santé. S'il il ou elle n'est pas bien, elle est anxieuse, ça va réagir sur sa santé, elle va avoir des signes, elle va venir voir le médecin. Et donc, nous, on est obligé d'interroger au-delà de la maladie pour comprendre l'environnement du malade et pouvoir lui apporter les orientations, d'abord les soins pour son problème de santé, mais aussi les orientations pour que la personne prenant des cachets. Et c'est d'ailleurs, vous voyez par exemple dans l'hypertension, vous avez toute une série de mesures hygiéno-diététiques et de conseils à donner aux patients. Dans le diabète, c'est pareil, il y a un régime de diabète. Donc ça reconditionne la personne dans son environnement. Et c'est ça aussi qui est important pour que la personne se sente complète dans son environnement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre des médicaments, il faut aussi éviter la maladie. Vous prenez l'hypertension, le régime s'en scelle, décrié si vous voulez, mais c'est le régime de l'hypertendu. Donc il doit se battre pour qu'à côté des médicaments, il puisse quand même manger des repas qui correspondent à son état de santé. Et ça, c'est très important. Alors, on a parlé de la prévention, mais pour des personnes qui sont malheureusement atteintes d'hypertension, ou pas d'hypertension spécifiquement, de maladie du cœur, quelle est l'hygiène de vie? Comment il faut continuer à lutter? Je pense que c'est à voir au cas par cas, selon les problèmes, parce que les maladies, il y en a beaucoup. Ce n'est pas toujours les mêmes consignes qu'on donne à tout le monde. Hein? Mais en gros, il faut éviter de prendre trop de poids. On a vu ça ici. C'est un facteur de risque. Surveiller son poids, surveiller sa tension artérielle, sa glycémie. Oui. Une fois par an. S'inscrire dans un club associatif. Voilà. Faire une ONG, faire des dons, être content, se lever, bouger, rencontrer des gens. C'est la prochaine fois qu'on fait l'émission. Vous avez tout dit. Donc, voir son médecin une fois par an. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais vous voyez bien que dans les entreprises, il y a une visite annuelle. Donc, voir son médecin au moins une fois par an. Même si on n'a rien, c'est quand même bon d'aller le voir, surtout à partir de 40 ans. Il est quand même bon de voir son médecin une fois par an et de discuter avec le médecin des problèmes qu'on a pour les régler et des problèmes qu'on doit éviter. Et c'est le médecin qui peut vous orienter par rapport à votre profil, par rapport à votre profession, parce qu'attention, il y a des professions à risque. Lesquelles? Présentateur de télé. Ah oui? Tout le monde vous voit, vous êtes angoissé quand vous rentrez chez vous à la maison. À qui le dites-vous? Non, il y a des métiers aujourd'hui, des métiers comme l'informatique, tout ce qui est programmeur. Les métiers de la finance. Les métiers de la finance, des postes politiques. Ah, oui, il faut le dire. J'imagine. Parce que ça absorbe beaucoup. De stress. Parce que les politiciens ont parfois des cumuls d'activités.
Pourtant, ils choisissent, ils ne veulent pas laisser. C'est qu'apparemment, ça va. Mais il est chef d'entreprise et il est autre chose à côté. Donc, il va cumuler les deux fonctions. Ah. Et les deux fonctions vont générer des activités et des voyages, des choses comme ça. Et tout ça là va être très néfaste. Merci beaucoup à vous, docteur, pour ces précieux conseils. Alix, c'est la fin de cette émission. Exactement. Il faut faire attention à son hygiène de vie. Il faut faire attention tout court à sa vie. Et puis prendre soin de ceux qu'on aime. Être heureux. Voilà. À demain. Ciao, ciao.